Mais il fait froid en dedans. Bonjour à tous, Bonjour. Bonjour. j'espère que bienvenue sur le webinaire donc pour vous présenter un petit peu les clés pour être conforme par rapport à cette réglementation RGPD, à la mise en application dans vos entreprises respectives. J'espère que tout le monde nous entend correctement. N'hésitez pas à l'indiquer dans le chat. On a donc notre collègue Naomi qui va se charger de récupérer l'ensemble de vos questions et nous les faire parvenir au fur et à mesure. Et également Shaima qui est là pour répondre à vos éventuels soucis techniques. Ça a l'air d'aller. Il semblerait que ça soit à peu près bon pour tout le monde. Parfait. Bonjour à tous. On va laisser les derniers participants se connecter tranquillement et on va pouvoir ensuite débuter la présentation. Parfait. C'est bon. Alors nous, notre mission chez RGPD Express, c'est de rendre accessible le RGPD à tous, que vous soyez entreprise, association, indépendant, auto-entrepreneur, organisme public. Voilà, l'idée c'était de pouvoir vous épauler et de vous donner les bases de cette réglementation et bien sûr vous proposer un outil adéquat. Alors, au programme aujourd'hui de cet échange, on va vous parler un petit peu d'RGPD Express, comment on est arrivé à vous proposer cet outil, puisque c'est basé sur une histoire vécue, les actions à mettre en place pour vous conformer à la réglementation, et puis on fera des questions-réponses, on va essayer de jongler tout au long du webinaire, donc n'hésitez pas à nous les poser en direct, comme ça on pourra tout de suite intervenir et y répondre. Donc avant de démarrer et de vous présenter le règlement pour la protection des données personnelles un petit peu plus en détail, on voulait vous faire une petite explication de pourquoi la société RGPD Express a été créée, comment on en est arrivé à ce joli projet. Donc c'est la concrétisation d'une association entre donc un avocat, Maître Bourgeois, qui est spécialiste sur le sujet, qui nous a accompagnés dans la mise en place, notamment sur toute la partie juridique de la plateforme. Deux associés sur l'agence digitale Keys, qui est une société qui travaille dans le digital, le marketing, donc Thierry Decroix et Sandra Retailleau. Et on a également Tanguy Duménil, qui lui est plutôt sur la partie process, et la société Subskill avec Thomas et Gérald, qui eux se sont occupés de mettre en place, de concrétiser un petit peu tout ça dans un outil. Cette société, elle a été créée puisqu'on a constaté, de par la société Digital Keys, suite à la perte d'un client, par rapport à cette mise en place de réglementation, que pour certaines entreprises, ça pouvait être une partie importante, notamment en perte de clientèle, si on n'est pas conforme pour répondre aux attentes des clients avec lesquels on travaille. Donc, suite à ça, la plateforme a été créée pour pouvoir aider les petites et moyennes entreprises à se mettre en conformité par rapport à cette réglementation liée à la protection des données personnelles. Sur la plateforme, vous allez retrouver différents éléments, des fiches pratiques, des documents juridiques qui vont vous permettre d'avancer dans votre mise en conformité, et puis toute la partie un petit peu plus opérationnelle avec la mise en place de process, notamment pour vos durées de conservation et d'archivage, à titre d'exemple. On va avancer un petit peu tout ça sur la présentation pour vous détailler tout ce que ça nécessite de mettre en place vis-à-vis de ce règlement. Et on sera accompagné donc de Thomas, notre DPO, donc délégué à la protection des données personnelles, qui va aussi répondre à un certain nombre de vos questions. Et vous aurez bien sûr le support de la présentation qu'on pourra bien sûr vous faire parvenir et que vous pourrez télécharger. Un petit sondage pour commencer, voir un petit peu où vous en êtes. Est-ce que vous avez déjà commencé votre mise en conformité RGPD ? Oui, bien sûr, ou non, pas encore. Juste pour voir un petit peu la tendance aujourd'hui. Alors, vous avez le sondage, le petit onglet sondage sur la droite. Ah, ça bouge. C'est 50-50. 50-50 à peu près. Donc voilà, il y en a une partie d'entre vous qui ont débuté déjà quelque chose en interne. Pour certains autres, c'est les prémices, on va dire, de la réglementation et de la mise en application au sein de vos structures.
On va commencer vraiment dans le vif du sujet. Avant d'avancer sur ce qu'on doit mettre en place et comment ça doit être fait au sein d'une structure, Thomas, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu plus d'explications sur ce qu'est le règlement et voilà. Les implications. Alors, le RGPD, alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est finalement ce célèbre acronyme dont finalement quasi tout le monde a déjà entendu parler au moins une fois. C'est donc le règlement général sur la protection des données qui est entré en vigueur au sein de l'Union européenne le 25 mai 2018. Plus concrètement, il s'agit finalement du texte européen de référence en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. Et en gros, c'est un texte qui est venu en 2018 renforcer la protection des internautes européens et responsabiliser davantage les acteurs de la donnée. Je pense notamment aux entreprises qui, comme vous le savez, sont quand même susceptibles de collecter des quantités importantes de données personnelles. Ce qui est finalement important de souligner sur ce point, c'est qu'on est vraiment dans l'esprit de cette législation, dans la protection des droits fondamentaux des individus et finalement qu'il y a des implications très concrètes qu'on pourra illustrer tout à l'heure lorsqu'on parlera des actions de contrôle et des sanctions qui sont prononcées par la CNIL. Une petite précision également. Pensez bien que le RGPD doit être mis en place dans tout type de structure, que ce soit de l'association, institution, des entreprises du privé ou du public. Peu importe la taille de votre structure, le nombre de collaborateurs, la quantité de données personnelles que vous traitez, tout ça a assez peu d'importance dans la mesure où vous avez des données personnelles, quelles qu'elles soient, salariés, clients, prospects, prestataires, fournisseurs, vous êtes concernés par ce règlement. Et par la mise en place de cette obligation. Alors, pour commencer, ce que vous pouvez faire dans vos structures respectives, c'est de choisir quelqu'un en interne. Alors, c'est un référent, un pilote interne sur les données personnelles. Sachez que la CNIL fait quelques recommandations pour pouvoir bien choisir cette personne dans l'entreprise. On peut la retrouver dans les documents un peu plus officiels sous le nom de DPO ou DPD, c'est délégué à la protection des données en français. L'idée, c'est de le former, bien sûr, à cette mission. Nous aussi, bien sûr, on est là pour vous accompagner. À savoir que vous n'êtes pas obligé de nommer un DPO officiellement à la CNIL. Il y a seuls certains cas qui l'exigent. Bien sûr, on pourra voir ensemble ces cas précisément au cas par cas avec vous dans un second temps. Mais voilà, selon vos structures, ce n'est pas forcément une obligation de le nommer. Par contre, on vous recommande vivement d'avoir quelqu'un en interne qui soit référent sur le sujet. C'est toujours plus pratique à mettre en place par la suite et à déployer, bien sûr, au sein des différents services. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement, Thomas, ce qu'est une donnée personnelle finalement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours très, très facile à comprendre. Alors, oui. Alors, la donnée personnelle, c'est effectivement une définition qui est importante car c'est finalement ce qui va permettre ou non l'application des dispositions du RGPD. Alors, une donnée personnelle, c'est quoi? C'est finalement toute information qui va permettre de vous identifier directement ou indirectement. Et pour vous donner des exemples concrets, on va prendre l'exemple d'une personne qui s'appelle Charlie. Son prénom, son nom, son âge, son genre, son numéro de téléphone, ses adresses postales et électroniques, sa voix ou encore son image sont considérés comme étant des données personnelles. Parmi ces données, ce qui est aussi important de souligner, c'est que certaines sont considérées comme étant sensibles. Sa religion, sa sexualité, son dossier médical ou ses opinions politiques seront considérées là aussi comme des données personnelles, mais d'une nature relativement particulière. On va plus ici parler de données personnelles sensibles. Donc finalement, le terme données personnelles peut donc comprendre un large panel d'informations, donc il faut aussi y faire très attention. Et d'ailleurs, une question qu'on nous pose souvent, c'est de savoir si les données de B2B sont aussi des données personnelles. Donc, si on a Madame Dupont de chez Pôle emploi avec son adresse Madame Dupont, est-ce que c'est une donnée personnelle, ça, Thomas? Alors, il faut faire effectivement la différence entre une adresse professionnelle personnelle et une adresse professionnelle générique. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez identifié une adresse professionnelle, mais on peut identifier un nom et un prénom, là, on est quand même sur des données personnelles et donc le RGPD penche
Si vous avez en face de vous, par exemple, une adresse professionnelle générique, par exemple hello@nonsociété.fr, ici, on est plutôt sur des coordonnées liées à des personnes morales et donc on n'est pas dans l'application du RGPD puisque finalement, ce n'est pas considéré comme étant des données personnelles. Donc voilà, pensez effectivement à bien voir si finalement on peut identifier ou non une personne physique, même s'il s'agit d'adresse mail professionnelle, il faut quand même être relativement vigilant sur ces différents points. Merci Thomas pour ces précisions. On va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec ce que ça va nécessiter pour vous directement dans vos structures de mettre en place. L'objectif premier, c'est de faire un petit peu l'état des lieux des données que vous êtes amenés à collecter sur les différentes catégories de personnes concernées. Donc, comme on l'évoquait tout à l'heure, vos données salariés, vos données prestataires et fournisseurs, vos données prospects, vos données clients. Donc ça, c'est le premier point. Qu'est-ce que je collecte pour chacun d'entre eux en termes de données personnelles, que ce soit des données personnelles ou des données personnelles dites sensibles. Et également, où est-ce qu'on va les stocker au sein de la structure? Sur quel logiciel, sur quels outils? Est-ce qu'on a des clouds, des drives, des serveurs internes, des outils de messagerie? Voilà, tout ça doit être listé dans un état des lieux préalable pour avoir une idée un petit peu plus précise de ce qu'on fait au sein de la structure. La deuxième partie, ça va être d'encadrer un petit peu toutes les relations que vous avez avec vos parties prenantes, puisque le RGPD demande de sécuriser vos relations. Donc pour ça, il y a plusieurs actions et documents juridiques à mettre en place. La première chose, ça va être de rédiger une politique de protection des données personnelles qui sera accessible par tous les tiers de votre entreprise et notamment sur votre site internet si vous en avez un. Thomas vous en parlera brièvement tout à l'heure. La deuxième chose, ça va être d'évoquer le RGPD aussi dans vos conditions générales de vente ou de service. Donc, on vous conseille, nous, de mettre une petite mention sur ce point et d'indiquer où est-ce qu'on peut consulter votre politique de protection des données et éventuellement contacter le DPO également. Pour vos collaborateurs aussi, il va falloir les impliquer, leur faire signer une charte d'engagement, de confidentialité sur toutes les données qu'on va collecter dans l'entreprise, de faire attention à son espace de travail. Voilà, c'est important d'avoir que tous vos collaborateurs soient sensibilisés aussi au sujet. Et puis, une politique de protection des données personnelles pour leurs données à eux, donc collaborateurs et candidats. Ils doivent aussi avoir, avec transparence, connaissance de tous les traitements que vous allez faire de leurs données personnelles. À des tiers également, un comptable, à des organismes, que ce soit pour la mutuelle par exemple ou pour le régime de retraite. Tout ça, vos collaborateurs doivent en être informés. Donc, on vous recommande de préparer cette politique et de leur faire signer, bien entendu. Et puis, des contrats pour encadrer le RGPD, que ce soit en relation de sous-traitance ou avec vos prestataires, donc évidemment les prestataires avec lesquels vous allez échanger des données ou qui vont y avoir accès. Donc, ça peut être votre prestataire informatique qui fait le site internet et qui a accès à toutes les personnes qui vont vous écrire, par exemple, via la page contact. Ça peut être votre hébergeur informatique. Ça peut être votre comptable qui va s'occuper des fiches de paye de vos salariés. Le RGPD vous demande de choisir des prestataires qui sont conformes à la réglementation, votre CRM client aussi par exemple. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des contrats aussi pour tout ça, pour vous protéger. Thomas, justement, on était un petit peu sur la partie sécurisation des relations avec les éventuels partenaires, prestataires. Qu'est-ce qu'il en est du site Internet? Quelles sont les obligations liées au site Internet d'une structure? Oui, alors, concernant les points de vigilance sur votre site Internet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un des objectifs majeurs du utilisateur, lorsqu'il a mis en place le RGPD, c'est finalement de faire en sorte que l'utilisateur soit correctement informé de la façon dont ses données personnelles sont traitées. L'idée, finalement, pour une entreprise, c'est vraiment d'être transparent dans ses relations avec ses interlocuteurs, a fortiori ses clients ou ses utilisateurs. Ce qui est donc important, c'est de connaître ce principe de transparence, mais aussi de mettre en place, en œuvre, des dispositifs qui vont garantir ce même principe. Et sur ce point, il y a effectivement plusieurs supports d'information qui existent.
Alors, on a noté 3, le bandeau de cookies, la politique de protection des données personnelles et le fameux formulaire de collecte. Alors, l'idée ici, ça sera un petit condensé de conseils et non d'être exhaustif au regard du temps qui nous reste et de l'importance du sujet. Concernant la première étape, le bandeau de cookies, ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez des cookies, l'utilisateur, le visiteur ou le client, il doit le savoir. C'est-à-dire que en tant que professionnel, il faudra systématiquement que vous informiez les personnes que vous utilisez des cookies, que vous indiquez quels sont les cookies que vous utilisez. Surtout, il faudra recueillir leur consentement avant l'insertion de certains cookies ou autres traceurs. C'est un point qui est vraiment très important et une chose que j'ai pu aussi remarquer dans le cadre de plusieurs audits que j'ai pu effectuer, c'est que finalement, il y a quand même un défaut assez perceptible, important, il y a un défaut d'information des personnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sites internet qui ne sont pas à jour, c'est-à-dire que soit il n'y a aucun bandeau de cookies, et dans ce cas-là, l'utilisateur qui visite le site web n'est pas du tout informé de l'existence du dépôt de cookies, et là, c'est pas bon. Soit il y a un bandeau, mais il donne juste la possibilité à l'utilisateur de cliquer sur OK. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, de refuser le dépôt de cookies, et là non plus, ce n'est pas bon. Ce qu'il faut finalement bien retenir ici, au niveau de ce bandeau de cookies, c'est que ce bandeau il doit contenir certains éléments et donner la possibilité à l'utilisateur d'accepter ou de refuser et de gérer le dépôt de cookies de manière claire, simple et surtout rapide. Je crois qu'il y a un petit exemple, la slide suivante, si je ne me trompe pas, ne serait-ce que pour vous illustrer de manière pratico-pratique, voilà, à quoi ressemble, selon les recommandations et les conseils de la CNIL, un bandeau de cookies conforme aux exigences de la réglementation, donc avec effectivement bien les 3 petits boutons bleus qui apparaissent bien, accepter, refuser, et aussi l'outil qui permet de gérer les cookies, qui donne la possibilité finalement à l'internaute de choisir les cookies qu'il a envie d'accepter ou de refuser. Donc ça, c'est le premier point, la première étape concernant le bandeau de cookies. La deuxième étape, c'est la politique de protection des données personnelles. Alors là aussi, très rapidement, une politique de protection des données personnelles, c'est quoi? C'est finalement une description détaillée des caractéristiques des traitements que vous réalisez. C'est-à-dire qu'il faudra que vous indiquiez dans ce document, par exemple, l'identité et les coordonnées du responsable de traitement que vous allez utiliser, pour quelles raisons vous utilisez ces données, quels sont les destinataires, pendant combien de temps vous conservez ces données, etc. Il y a beaucoup de points qu'il faut du coup préciser dans ce document. Petit point aussi pratico-pratique, et c'est aussi quelque chose que j'ai pu remarquer en faisant plusieurs audits, pensez aussi à bien séparer votre politique de confidentialité des mentions légales, car on est quand même sur des contenus vraiment différents. Et la dernière étape, c'est l'étape numéro 3, qui est le formulaire de collecte. Alors, concernant ce formulaire, ce qu'il faut bien retenir, et on en revient toujours à ce principe d'information et de transparence, c'est que à chaque fois que vous allez avoir un formulaire sur votre site, il faut justifier à l'internaute à quoi vont servir les informations que vous allez récolter à travers ce formulaire. C'est un principe qui est valable vraiment pour tous les formulaires. Qu'il s'agisse d'un formulaire d'inscription à votre newsletter ou d'un formulaire de contact, il faudra effectivement systématiquement justifier à vos internautes à quoi vont servir ces informations. Par exemple, de manière concrète, s'il n'y a que vous, en tant que gérant d'entreprise, que ça va servir, il faudra par exemple que vous le mentionnez dans votre formulaire. Si cela sert à vos partenaires, il faudra aussi le préciser. Et cette logique, c'est aussi une logique qui va finalement se retrouver concernant la prospection commerciale. C'est-à-dire que si vous souhaitez demain envoyer à votre prospect de la prospection commerciale ou de la publicité, vous devez être libre d'accepter ou de refuser. J'insiste sur ce dernier point, sur la protection commerciale, puisque c'est des éléments qui sont quand même importants à mettre en place. Car si vous ne faites pas ce genre de choses et que vous envoyez à l'utilisateur de la prospection sans avoir recueilli au préalable son consentement, vous êtes finalement en dehors des clous et vous pourriez être sanctionné par le... Alors voilà, c'est vraiment ces 3 petits points de vigilance qui sont résumés de façon très courte. Si vous avez des questions sur ces différents points, dans tous les cas, nous serons bien sûr à votre écoute. Merci Thomas pour ces précisions. Je vais rebondir rapidement par rapport à une question du chat, notamment sur toute la partie prestataire. Je vous partage rapidement mon
J'avais une question sur les documents qui doivent être pour sécuriser vos relations. C'est un petit peu ce que vous allez retrouver sur la partie juridique de la plateforme. Donc, avec le premier point ici qui vous permet d'établir votre politique de protection des données personnelles, donc avec différentes finalités de traitement. Et le point donc, qui nous a été évoqué dans le chat est en lien donc, avec la sécurisation, voilà, avec vos différents prestataires. Donc, on entend bien là par prestataire ceux avec lesquels vous partagez des données personnelles, auxquels vous transmettez des données personnelles. À titre d'exemple, le cabinet comptable, c'est généralement l'exemple le plus parlant. Et donc là, vous avez des conditions générales à la protection des données personnelles qui sont téléchargeables directement sur la plateforme, que vous pouvez utiliser telles quelles, transmettre pour signature, qui vous permet de sécuriser vos relations avec les différents prestataires qui peuvent être concernés. Ça peut être votre prestataire de CRM, de RP, prestataire comptable, prestataire informatique et toute autre structure avec lesquelles vous seriez amené à travailler. Hop, et donc on revient sur notre présentation avec un petit sondage. Juste ici. Alors, la question, c'était de savoir si, par rapport à Thomas nous a indiqué précédemment, si votre site Internet est conforme à la réglementation. Site Internet, si vous n'en avez pas, bien sûr. Est-ce que vous avez encore tout à faire? Est-ce que vous êtes presque à jour sur la réglementation RGPD ou est-ce que vraiment tout est fait, que ce soit sur le bandeau de cookies, sur le formulaire de collecte ou la politique de protection des données? Alors, il y a un petit peu de tout. Hop. Tout le monde a un site Internet, pratiquement. Oui, dans l'ensemble, vous êtes nombreux à avoir un site Internet. Ce qui va se détacher le plus, c'est que vous avez commencé déjà des petites corrections. Il y a des petites corrections par et pour certains d'entre vous, tout est 100% conforme. Donc, ça aussi, n'hésitez pas à faire un petit point éventuellement avec vos prestataires informatiques sur le sujet concernant les obligations liées à votre site Internet. Troisième point qui est très important au niveau de la réglementation RGPD, c'est la sécurité informatique. La réglementation vous demande de garantir un niveau de protection suffisant pour toutes ces données personnelles que vous allez collecter. On sait bien sûr qu'il peut y avoir des accidents d'origine interne, mais on parle aussi beaucoup de puisqu'il y a aussi beaucoup de vols de données personnelles et souvent des fichiers qui sont revendus sur le dark web. Faites attention, protégez vos ordinateurs, protégez les logiciels que vous utilisez. C'est important de mener ces actions, que ce soit avec la personne qui s'en occupe en interne ou en externe chez vous. Faites attention donc à tout ce qui est contrôle des accès, à tout ce qui est mot de passe, renforcer vraiment la sécurité au maximum, assurer la traçabilité de vos actions, la protection des logiciels, les mises à jour, parce que c'est vrai que souvent quand vous avez des mises à jour à faire, c'est qu'il y a des failles qui ont été détectées donc, par les producteurs de ces logiciels, donc ne les négligez pas. Sauvegardez bien sûr vos données, faites attention à tout ce qui est, puisque c'est vrai qu'on doit faire attention quand on héberge des données, voir si vos serveurs sont bien situés en Europe. Et puis, tout ce qui est chiffrement des données, notamment quand on a des données très sensibles. Et puis, enfin, pensez aussi à la sécurité en télétravail, puisqu'on est beaucoup à adopter ces nouvelles méthodes de travail. Donc, vraiment, à ces points-là, puisque les ordinateurs de vos collaborateurs sont aussi sujets à toute cette cybermalveillance. À savoir que toutes ces actions devront être listées dans vos registres. Donc, c'est important de bien les mettre en place et de pouvoir les prouver aussi en cas de contrôle. Et puis, si vous voulez aussi plus d'informations sur le sujet, sachez que sur le site de l'ANSSI, vous allez retrouver des MOOC, vous allez retrouver des supports que vous pouvez télécharger et envoyer à vos collaborateurs. Chez nous, chez RGPD Express, on a un nouveau partenariat avec la société Guardea et on vous propose aussi, si vous êtes perdu en cybersécurité, ce qui arrive souvent pour
nos clients, vous pouvez faire un audit gratuit aussi avec un petit questionnaire et un échange téléphonique pour être aux meilleures normes de sécurité en tout cas et conforme à la réglementation. On continue ensuite avec toute la partie cartographie. C'est un des gros points de cette réglementation RGPD. C'est ce qui va nécessiter le plus d'engagement de votre part, à savoir la gestion des durées de conservation et d'archivage des données personnelles que vous êtes amené à collecter. Les durées de conservation et d'archivage, elles vont varier en fonction du type de données que vous êtes amené à collecter, en fonction de vos différentes parties prenantes également. Elles vont pas être les mêmes pour des données collaborateurs et pour des données clients. Donc ça, c'est des choses voilà, qu'il va falloir prendre en compte. La CNIL a établi une petite liste de préconisations en termes de durée de conservation et d'archivage qui doit être appliquée. Également, il va falloir lister ce qu'on appelle les bases légales. Donc, quelles sont les raisons qui vous permettent de collecter ces données personnelles? Ça aussi, ça va être un point essentiel. À titre d'exemple, vous avez par exemple, dans le cadre de votre contrat avec votre salarié, si un intérêt légitime, si c'est dans le cadre de la loi. Donc, tout ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir recenser et préciser dans vos registres, au même titre que les accès à ces données personnelles qui accèdent au sein de la structure, aux données des collaborateurs, aux données des clients, etc. Quels sont les différents services ou les personnes éventuellement qui derrière ces services, mais également en externe. Est-ce que vous avez des prestataires, type prestataires comptables, qui accèdent aux données personnelles, par exemple, de vos collaborateurs pour établir les fiches de paie? Tout ça, il va falloir le recenser voilà, pour cartographier vos différents accès aux données personnelles de votre structure, de ce que vous collectez. Communication et process. La réglementation RGPD vous demande de sensibiliser vos collaborateurs et évidemment, notamment tous ceux qui sont en contact de vos collaborateurs, donc du RGPD, à savoir que sur la plateforme, bien sûr, on vous aide aussi, on vous met des supports de sensibilisation. Soit par vos collaborateurs, c'est la CNIL que les équipes soient formées. Votre DPO, donc votre référent interne, il faut bien sûr aussi le former à la réglementation pour qu'il puisse mener à bien sa mission et son rôle dans l'entreprise. Que vous aurez défini en amont. Donc, Clémence parlait notamment par exemple, des durées de conservation. C'est important que les durées que vous aurez définies avec la direction ou avec vos chefs de service soient appliquées au quotidien, puisque c'est pas tout de prendre la décision. Après, il faut pouvoir les mettre en place et donc toutes les équipes doivent bien sûr être formées au sujet. Ce qu'on appelle des personnes concernées, ça c'est un point très très important dans la réglementation, c'est tout ce qui est respect des droits des personnes. Donc si un client par exemple vous demande de supprimer ses données, vous demande à les rectifier, à les consulter, voilà, il y a toute une liste comme ça de droits des personnes concernées pour lesquels vous pouvez aussi retrouver des fiches pratiques sur la plateforme. Il faut savoir comment y répondre et combien de temps on a pour le faire, pardon. Donc ça c'est important que vos équipes le sachent aussi. Tout ce qui est violation de données. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une violation de données? Ça peut être un vol d'ordinateur, une perte de clé USB avec des données personnelles dessus sur vos clients, par exemple. Ça peut être une cyberattaque. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle des violations de données. Donc, ça peut bien sûr impliquer des risques pour les personnes concernées par ces qui seront un petit peu dans la nature. Donc, dans ces cas-là, vous devez aussi tenir un registre à jour. La CNIL peut vous demander contrôle, hein, c'est un livrable à pouvoir présenter. Et donc, il faut que les collaborateurs soient bien sûr formés au sujet et qu'ils puissent prévenir le DPO en cas de besoin. Et on arrive sur la 7e et dernière étape. On avait une question aussi sur le chat par rapport justement à ce qu'on appelle les registres d'activités de traitement. Pour Laurence qui nous posait la question,
les registres d'activité de traitement, ils vont recenser un petit peu tout ce qu'on a vu au préalable au cours de la présentation. Donc, qu'est-ce que je collecte comme données personnelles? Quels sont les différents traitements que je fais de ces données personnelles? Comment ils sont sécurisés? Combien de temps est-ce que je les conserve? Est-ce qu'ils sont transmis en dehors de l'Union européenne? Comment ils sont sécurisés? Tout ça, c'est des choses qu'on va devoir renseigner dans les registres. Donc, on va devoir constituer. Là encore, ça fait partie des livrables que demande la CNIL en cas de contrôle. Donc, un élément essentiel de votre mise en conformité qu'il va falloir constituer pour vos établissements respectifs. Il n'y a pas de support imposé. Hein. Vous pouvez le faire sur un tableau Excel, même si ce n'est pas très ergonomique pour travailler en équipe. Nous, sur la plateforme, ça se matérialise par des petits blocs assez simples à réaliser, à vérifier aussi, puisqu'il faut les tenir à jour. Et vous pouvez télécharger vos PDF, comme ça, vous les avez toujours à jour dans l'entreprise. Mais voilà, il y a plusieurs supports possibles en fonction de vos envies et de votre structure. Un petit point, on avait une question également dans le chat sur les sanctions de la CNIL. Quelles sont les sanctions pour si on ne respecte pas la mise en place de cette réglementation RGPD, une question de Hélène. À titre d'exemple, à l'écran, différentes sanctions à l'encontre de plusieurs structures. Vous pouvez voir que les sanctions, elles vont varier vraiment au niveau des entreprises. Il peut s'agir notamment du site Internet, il peut s'agir des durées de conservation et d'archivage, de la sécurisation des données, de ce qu'on fait des données, le fait de transmettre des newsletters s'il n'y a pas eu de consentement. Donc, vous voyez, les sanctions, elles sont vraiment très variées sur un petit peu tout ce qu'on a évoqué au préalable, tous les sujets de cette réglementation, d'où l'importance vraiment de se saisir du sujet et de débuter votre mise en conformité au fur et à mesure, étape par étape, en vérifiant bien ces différents éléments. Et pour te compléter aussi, Clémence, par rapport aussi à ce slide et à l'actualité, ce qu'on peut aussi retenir de cette actualité, c'est que finalement, de manière très claire, hein, il y a quand même une augmentation du risque de sanction qui touche tant les grandes entreprises, les fameux GAFAM, que les moins grandes, avec quand même une nette tendance à contrôler de manière très stricte l'application des règles en matière de prospection commerciale. Vous le voyez en bas à gauche, effectivement, au mois d'août, il y a la société hôtelière Accor qui a été condamnée par la CNIL pour des manquements à des règles en matière de prospection commerciale. Il y a moins d'une semaine, c'est exactement les mêmes manquements qui ont conduit la CNIL à sanctionner EDF parce qu'ils avaient eux non plus pas respecté le consentement préalable lorsqu'ils avaient mené une campagne de prospection commerciale. Donc, c'est quand même un cheval de bataille, cette question des règles en matière de prospection commerciale. Et donc, ça indique aussi clairement que le respect de la réglementation pour la CNIL n'est vraiment plus un sujet à prendre. Tout à fait. Merci Thomas pour la précision. Donc, c'est vrai que y a les amendes, hein, évidemment. Donc, pour répondre à la question qu'on a eue, sachez que l'amende, c'est jusqu'à 4% du chiffre d'affaires global de votre société, donc mondial si vous avez des filiales notamment. Mais au-delà de ça, il y a deux choses quand même qui sont importantes. C'est d'abord la relation de confiance que vous avez aujourd'hui avec vos clients, avec vos collaborateurs, ben, c'est de la maintenir dans le temps, puisque si aujourd'hui on se rend compte qu'on fait un petit peu n'importe quoi des données de vos clients, s'ils reçoivent des documents, des mails, des SMS, des appels sans le consentement, ben forcément ça peut inspirer un petit peu plus de méfiance. Donc que ce soit sur votre marque employeur ou votre marque consommateur, on va dire, ça a un impact. Et puis la perte de marché aussi, puisque vous pouvez, nous on a des clients d'ailleurs qui nous ont appelés, puisque quand on veut répondre à un appel d'offres qui soit public ou privé, on se rend compte que maintenant il y a toujours des mentions RGPD et un questionnaire à remplir sur le sujet. Donc voilà, sachez que ça peut aussi vous aider à remporter des marchés, donc c'est important de le prendre en compte. Un dernier petit sondage avant de passer sur les quelques questions qu'on a encore. Simplement pour nous donner une petite idée, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous estimez être le budget annuel à prévoir pour réaliser votre mise en conformité? N'hésitez pas à nous l'indiquer via le petit onglet sondage. Aucune idée, moins de 500 €,
3 000 €, 8 000 € et plus. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours. C'est toujours intéressant de voir un petit peu quel est votre retour, soit si vous avez déjà un retour d'expérience, peut-être que vous avez déjà initié quelque chose, ou alors si vous envisagez éventuellement d'être accompagné dans votre mise en conformité. Qu'est-ce que vous estimez être… Après, il faut estimer la relation temps-argent aussi, puisque c'est vrai qu'on peut y passer beaucoup de temps et sur le site de la CNIL, vous avez beaucoup d'informations, mais on ne sait pas toujours concrètement ce qu'on doit faire et on peut y passer beaucoup de temps. Vous êtes quand même 60% à ne pas avoir vraiment d'idées sur le sujet, voilà, sur ce que ça peut représenter financièrement parlant. Avant de finaliser la présentation, on avait quelques questions, notamment sur la partie site internet. Donc un point sur les cookies, si c'est valable sur un outil, un intranet. Alors non, sur les intranets, vous n'avez pas de bandeau de cookies qui doivent apparaître. Ça, c'est des espaces clients que vous avez. Ça n'est pas un site internet. Donc, pour Gabriel qui posait la question, il n'y a pas de bandeau de cookies lié à votre intranet. On a, Thomas, une question sur le site vitrine. Nadine nous dit « J'ai un site vitrine, je n'ai donc pas besoin du consentement des visiteurs. » C'est-à-dire site vitrine. En principe, à partir du moment où vous avez un site vitrine, il y a possiblement des cookies qui peuvent être déposés sur votre site vitrine. À ce moment-là, en fonction de la catégorie des cookies qui sont déposés, il faudra effectivement, dans tous les cas, des utilisateurs, des visiteurs de votre site. Effectivement, même si vous n'avez pas d'achat en ligne possible, vous avez certainement des cookies. Si vous utilisez par exemple des outils de mesure d'audience ou si vous avez des liens vers les réseaux sociaux, vous avez des cookies qui sont déposés. Vous pouvez d'ailleurs regarder le site Cookiebot, BOT à la fin, qui pourra vous donner quelques indications sur les cookies qui sont collectés par vos sites internet respectifs. Une dernière question peut-être, Thomas, qu'on finalise cette présentation aujourd'hui, avec quid de l'opt-in dans les relations B2B? Quelles sont les obligations pour pouvoir… Effectivement, en matière de B2B, on est sur quand même une prospection commerciale qui est beaucoup moins encadrée dans cette hypothèse. Dans le B2C, on est plutôt sur un consentement préalable. C'est-à-dire que pour envoyer la prospection commerciale, il faudra que le prospect énonce concrètement, explicitement qu'il a envie de recevoir la prospection commerciale. En matière de B2B, on est quand même sur quelque chose de différent, de plus light d'une certaine manière. Les deux règles qui doivent en revanche être respectées dans ce type de situation, c'est le principe, finalement, c'est une information préalable. Il faut quand même indiquer ce pourquoi communiquer et ensuite un droit d'opposition, c'est-à-dire que la personne qui reçoit votre communication doit avoir la possibilité finalement de revenir sur son choix et afin donc du coup de s'opposer à ce que vous allez lui envoyer. Merci Thomas pour ton retour. Alors on est désolé, on a dépassé un petit peu le temps, il y a encore quelques questions. Ce que je vous propose, on vous recontactera pour faire un petit point avec vous, savoir si vous aviez d'autres questions et puis pour les éléments auxquels on n'aurait pas encore répondu. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez qu'on vous présente la plateforme un petit peu plus en détail, de manière plus spécifique par rapport à votre activité, qu'on fasse un petit point ensemble sur le sujet. Vous avez toutes les informations à l'écran. La présentation est disponible en téléchargement directement. Elle vous sera également repartagée par mail avec l'ensemble de nos coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers nous. Toute l'équipe sera ravie de pouvoir vous épauler, vous accompagner, répondre à vos questions sur le sujet. Merci beaucoup. Très belle soirée à tous. À bientôt. Merci à tous. À bientôt.